Le chagrin ne rugit pas, il rouille. Il ronge silencieusement l'âme d'un homme. Il y a 5 ans, Andrew Murray, le duc de Westford, a enterré sa femme. Il a verrouillé la porte de la nursery et s'est coupé du monde. Bry Rivera n'est pas venu pour le sauver. Elle avait simplement besoin d'un travail. À 26 ans, Briley était pratiquement une vieille fille et totalement sans le sou. La passion du jeu de son père avait englouti leur maison. Il ne lui restait que 5 livres sterling. Pour maintenir sa jeune sœur en sécurité dans un pensionnat, Briley avait désespérément besoin des 30 livres de salaire annuel offerts par ce poste. Sa calèche de location tressautait violemment sous la pluie battante du Yorkshire. À travers la pénombre grise, l'abbaye de Westford est apparue. C'était une forteresse sinistre et déchiquetée, étouffée par le lierre noir. C'était une maison qui avait cessé de respirer. Ses cheminées étaient éteintes et ses fenêtres fermées par des volets. Mettant le pied dans une boue qui lui arrivait aux chevilles, Briley ignora le froid mordant. Elle porta elle-même son unique mâle. À la lourde porte en chêne, elle fut accueillie par Madame Higgins. C'était une gouvernante dont le visage portait un épuisement profond. « Ou Mademoiselle Rivera, je présume », dit-elle d'un ton neutre. Elle fit entrer Briley dans un hall caverneux qui sentait la pierre humide et les foyers froids. Au-dessus d'eux, un grand lustre était drapé de housses, tel un fantôme suspendu. « Vous êtes la 4e gouvernante que nous engageons cette année », prévint Madame Higgins en verrouillant la porte. « Je vous suggère de ne pas déballer vos plus grosses malles avant d'avoir survécu à la semaine. » Briley ne cilla pas. « Je n'ai apporté qu'un seul sac, Madame Higgins. J'ai l'intention de rester. » Laissant derrière elle sa cape trempée, Briley suivit la gouvernante dans un couloir sombre et sans ornement. Des rectangles pâles sur le papier peint délavé marquaient les endroits où des portraits avaient été systématiquement retirés. Une maison délibérément dépouillée de ses souvenirs. Il était maintenant temps de rencontrer le duc. Madame Higgins s'arrêta devant une lourde porte en acajou. Elle frappa une fois et l'ouvrit sans attendre de réponse. « La nouvelle gouvernante, votre grâce. » Briley entra dans le bureau. C'était la pièce la plus chaude qu'elle ait vue jusqu'à présent. Pourtant, le feu dans la grande cheminée était faible et négligé. Des livres étaient empilés au hasard sur le sol. Des tasses de thé vides traînaient sur les rebords des tables. Derrière un bureau massif était assis Andrew Murray, le duc de Westford. Il ne leva pas les yeux quand elle entra. Il griffonnait dans un registre avec une plume à pointe d'acier. Ses larges épaules étaient voûtées au-dessus du papier. Il portait une chemise blanche impeccable, mais les poignets étaient retroussés. Il révélait des avant-bras maculés d'encre. Ses cheveux sombres étaient quelque peu en désordre. Il n'avait pas le coiffage méticuleux d'un gentleman soucieux de son apparence. Il ressemblait à un homme qui travaillait très dur pour s'épuiser. « Votre grâce », dit Briley. Sa voix était ferme et claire. Andrew arrêta d'écrire. Le grattement de la plume cessa. Le silence dans la pièce s'étira jusqu'à devenir cassant. Lentement, il leva les yeux. Ses yeux étaient d'un bleu pâle et saisissant, mais il n'y avait aucune lumière en eux. Ils étaient plats et durs. Il regarda Briley, non pas comme une femme, mais comme une nuisance potentielle. Il observa sa simple robe grise, ses bottes pratiques, son absence de sourire. « Vous ne ressemblez pas à une gouvernante, dit-il. » Sa voix était graveleuse et rauque, raclant le silence de la pièce. « Je n'ai pas connaissance d'un uniforme, votre grâce, » répondit Briley. « Je possède des lettres de recommandation, si vous souhaitez les lire. Je me fiche de vos lettres. Je me soucie de votre constitution. La dernière femme est partie en larmes parce que mon fils l'a mordue. J'ai 2 jeunes frères qui étaient portés sur la violence dans leur jeunesse, » mentit Briley avec aisance. « Je suis assez doué pour esquiver. » La mâchoire d'Andrew se crispa. Il n'appréciait pas l'humour. « Mon fils lent a 5 ans. Il ne parle pas. Il ne se comporte pas comme un gentleman. Il est... » Andrew s'arrêta, un muscle tressailli au coin de sa mâchoire. Il déglutit, détourna le regard, fixant le feu mourant. « Il est difficile. La plupart des enfants le sont, » dit Briley. Le regard d'Andrew se reporta vivement sur elle. « Ne me traitez pas avec condescendance, Mademoiselle Rivera. J'exige 3 choses de vous. Premièrement, vous garderez le garçon nourri et raisonnablement propre. Deuxièmement, vous le tiendrez à l'écart de mon chemin. Troisièmement, vous ne l'emmènerez jamais, sous aucun prétexte, dans l'aile-hête de cette maison. » Est-ce compris? C'était la réalité brutale et laide d'un père absent. Briley sentit une pointe de dégoût glacial, mais elle la refoula.
Elle avait besoin de 30 livres par an. Parfaitement. Votre grâce. Le garder en vie, le garder silencieux et le garder à l'ouest. Dois-je commencer immédiatement? Andrew la dévisagea. Pendant une fraction de seconde, quelque chose comme de la surprise vacilla dans ses yeux. Il était habitué aux femmes qui haletaient, celles qui offraient des platitudes sur les enfants sans mère, celles qui tentaient d'apaiser son chagrin évident et à vif. Briley ne lui offrit rien d'autre que la transaction qu'il avait demandée. « Madame Higgins vous montrera votre chambre, » dit Andrew en reprenant sa plume. « Le dîner est à 7 heures. Vous mangerez dans la nursery avec le garçon. Je ne m'attends pas à vous revoir, à moins que quelqu'un ne soit en train de mourir. Espérons alors que mes visites seront rares, » dit Briley. Elle fit une brève révérence et sortit. Elle referma doucement la porte derrière elle. Elle s'appuya un instant contre le bois pour calmer sa respiration. La maison était glaciale. L'homme était un monstre. L'enfant était sauvage. C'était exactement le genre de travail qu'elle pouvait garder. La nursery n'était pas une nursery. C'était un débarras aménagé dans l'aile des domestiques. Loin des grands halls pleins de courants d'air de la maison principale, elle était meublée sobrement. Un lit étroit pour Briley, un lit plus petit pour le garçon, une simple table de toilette et une table en chêne rayée. Il n'y avait pas de jouets. Il n'y avait pas de tapis coloré. On se serait cru dans une cellule. Quand Briley entra le lendemain matin, portant un plateau de porridge tiède et de pain grillé, la pièce semblait vide. Elle posa le plateau sur la table. Elle n'appela pas. Elle ne se mit pas à genoux pour roucouler dans les coins. Elle se dirigea vers la fenêtre, tira les lourds rideaux de laine pour laisser entrer la faible lumière d'hiver, puis s'assit à la table. Elle sortit de sa poche un exemplaire usé d'un livre de botanique, l'ouvrit et commença à lire, prenant de temps en temps une bouchée de son pain grillé. 10 minutes passèrent, puis 20. Un léger bruit de frottement vint dessous le lit étroit. Briley ne leva pas les yeux. Elle tourna une page. Lentement, une petite main crasseuse sortit de l'ombre. Puis une tête aux cheveux sombres et emmêlés. Lon Murray glissa dessous le lit. Il était petit pour son âge, pâle et mince. Il portait une chemise de nuit trop grande pour lui et sentait légèrement le lait tourné. Ses yeux bleus, de la même teinte saisissante que ceux de son père, étaient grands et vigilants. Il fixa Briley. Briley tourna une autre page. La faim finit par l'emporter. Lon rampa vers la table, gardant le dos au mur. Il longea le bord de la pièce jusqu'à ce qu'il atteigne la chaise en face d'elle. Il grimpa dessus, sans jamais la quitter des yeux, et tira le bol de porridge vers sa poitrine. Il mangea avec ses mains. « Il y a une cuillère », observa Briley d'un ton neutre, sans lever les yeux de son livre. Lon s'arrêta, le porridge dégoulinant de ses doigts. Il la foudroya du regard. « Comme vous voulez, ça se lave. » Elle tourna une autre page. La tension dans les épaules du garçon diminua d'un cran. Il avait l'habitude d'être grondé, traîné, lavé, et qu'on pleure sur son sort. Il n'avait pas l'habitude d'être ignoré. Il prit la cuillère et commença à manger correctement, ne serait-ce que pour prouver qu'il en était capable. Au cours des 3 semaines suivantes, Briley établit une routine. Elle était fondée sur des limites strictes et une absence totale de sentimentalité. Elle ne dorlotait pas long. Elle n'essayait pas de le serrer dans ses bras. Quand il lui lança un bloc de bois à la tête, un bloc qu'elle avait demandé au charpentier pour lui apprendre les lettres, elle prit simplement le bloc, l'enferma dans sa malle et dit « Maintenant, tu n'as plus rien pour jouer. » Une mauvaise décision tactique de ta part. Lon avait crié pendant 1 heure. Briley était restée assise sur une chaise et avait tricoté une paire de chaussettes. Le lendemain, quand elle lui rendit le bloc, il ne le lança pas. Il traça la lettre A, gravée avec un ongle sale. Il ne parlait toujours pas un seul mot, mais il la suivait. Comme une petite ombre silencieuse, il la suivait à quelques pas, alors qu'elle parcourait les couloirs humides de l'aile ouest. C'est au cours d'une de ces promenades que la collision se produisit. Briley menait Lon vers les cuisines pour manger une pomme chaude à la cuisinière. Ils tournèrent un coin près du grand escalier et faillirent tomber nez à nez avec le duc. Andrew s'arrêta net. Il portait un lourd manteau d'équitation, moucheté de pluie, ses bottes couvertes de boue. Il semblait tout juste rentrer d'un galop effréné. Pendant un instant, ils restèrent tous les trois figés dans le couloir sombre. Briley observa le visage du duc. Le masque dur et indifférent qu'il portait dans son bureau se brisa. Cela se produisit si rapidement
et si complètement que c'en était terrifiant. Andrew baissa les yeux sur son fils, sa poitrine se souleva. Une expression de douleur physique si absolue tordit ses traits que Briley fit un demi-pas en avant, pensant que l'homme faisait une crise cardiaque. Les mains d'Andrew se serrèrent en poing le long de son corps. Il ne pouvait pas détourner le regard du garçon, et pourtant le regarder semblait lui brûler les rétines. Les cheveux sombres de Lon, son visage pâle. Il était un monument vivant et respirant à la femme qui était morte en le mettant au monde. Lon le regarda en retour. Le visage du garçon était totalement vide. Il ne tendit pas la main vers son père. Il ne recula pas. Il resta simplement là, un fantôme hantant sa propre maison. « Emmenez-le », s'étrangla Andrew. Les mots s'arrachèrent de sa gorge. « Ôtez-le de ma vue ». Il n'attendit pas que Briley obéisse. Il les bouscula, son épaule heurtant le mur, et courut presque vers son bureau. La lourde porte claqua au loin, résonnant dans la maison vide comme un coup de feu. Briley resta parfaitement immobile. Elle baissa les yeux sur Lon. Le garçon n'avait pas bougé, mais ses petites mains agrippaient fermement le tissu de son pantalon, ses jointures blanches. Briley sentit une colère froide et dure se cristalliser dans sa poitrine. Elle n'avait aucune patience pour les hommes fragiles. Elle avait vu son père se noyer dans l'alcool, jusqu'à une mort prématurée, parce qu'il ne pouvait pas faire face à ses dettes. Andrew Murray faisait la même chose avec son chagrin. Il le laissait pourrir sa maison, pourrir son âme et détruire son enfant. « Viens, Lon », dit-elle d'une voix vive. Elle n'offrit pas de mots apaisants. Elle ne lui caressa pas les cheveux. Elle lui tendit simplement la main. Lon regarda sa main pendant un long moment, puis lentement, avec hésitation, il glissa ses petits doigts froids dans les siens. C'était la première fois qu'ils se touchaient. Briley serra sa prise juste assez pour lui faire savoir qu'elle le tenait, et ils marchèrent jusqu'à la cuisine. La règle était simple, garder le garçon à l'ouest, le tenir à l'écart de l'aile est. Briley avait obéi pendant 1 mois, principalement parce que l'aile ouest était assez grande pour contenir la petite vie de Lon, et elle n'avait aucune envie de se promener dans des pièces glaciales et poussiéreuses. Mais alors que novembre se transformait en décembre, le froid mordant des quartiers des domestiques devint insupportable. Lon développa une toux persistante. Madame Higgins offrit un sirop léger et un haussement d'épaule compatissant, citant le rationnement strict du charbon. « Le duc autorise 3 feux de ce côté de la maison », expliqua Madame Higgins en remuant une énorme marmite de ragoût dans la cuisine. « Son bureau, la cuisine et mon salon. Le reste est fermé pour économiser. »« C'est un duc », souligna Briley d'un ton sec. « Il peut sûrement se permettre du charbon pour empêcher son fils de geler. »« Il ne s'agit pas d'argent, mademoiselle Rivera, » dit doucement la gouvernante. « Il s'agit de la chaleur. Il ne supporte pas de la sentir dans la maison. Pas depuis le décès de sa grâce. » Briley avait serré les dents, était monté dans sa chambre et avait enveloppé Lon dans 2 couvertures supplémentaires. Mais c'est une semaine plus tard que la véritable transgression se produisit. Briley lisait dans la lugubre nursery pendant que Lon jouait par terre. Il avait trouvé un morceau de charbon de bois et dessinait des lignes erratiques sur le plancher. Briley le laissa faire. Le sol était déjà ruiné de toute façon. Soudain, Lon se leva. Il s'approcha de Briley et laissa tomber quelque chose sur ses genoux. C'était une clé. Elle était lourde, en laiton massif, ternie par le temps, mais finement ciselée. Briley la ramassa. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle. Lon montra la porte, puis mima le geste de tendre la main vers le haut. Il avait probablement grimpé sur une table dans l'une des pièces vides adjacentes et l'avait prise sur le haut d'un cadre de porte. Briley retourna la clé dans sa paume. Un soupçon insidieux prit racine dans son esprit. Elle se leva, attrapa son châle et regarda le garçon. « Montre-moi. » Lon ouvrit la voie. Il marchait d'un pas silencieux et exercé, naviguant dans les couloirs labyrinthiques de l'abbaye. Ils s'éloignèrent des quartiers des domestiques, passèrent le grand escalier et se dirigèrent vers les lourdes portes cloutées de fer qui séparaient la maison principale de l'aile est. Les portes étaient habituellement verrouillées, mais un domestique néglige avait laissé le lourd loquet de fer ouvert. Briley poussa la porte. Elle gémit, protestant contre le mouvement, et s'ouvrit pour révéler un long couloir sombre. L'air ici était différent. Il sentait intensément la poussière, la vieille lavande et le temps emprisonné. Lon marchait d'un pas décidé dans le couloir, s'arrêtant devant une double porte tout au bout. Le bois était peint d'un bleu pâle et doux,
la seule couleur de toute la maison lugubre. La plaque de la serrure en laiton correspondait à la clé dans la main de Briley. La nurserie fermée. Madame Higgins l'avait mentionné une fois dans un murmure étouffé. La duchesse avait passé des mois à la préparer avant son accouchement. C'était censé être un paradis pour l'héritier. Quand elle mourut en couche, Andrew avait verrouillé la porte et ordonné que l'enfant soit placé dans l'aile des domestiques. Il n'y avait jamais mis les pieds. Briley se tenait devant les portes bleu pâle. La partie intelligente et pratique de son cerveau lui hurlait de faire demi-tour, de prendre la clé, de la jeter dans la rivière et de retourner dans la chambre glaciale de l'aile ouest. Elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin des 30 livres. Elle baissa les yeux sur Long. Il fixait la porte. Il posa sa petite main à plat contre le bois peint. Briley glissa la clé en laiton dans la serrure. Elle tourna avec un claquement fort et retentissant. Elle appuya sur la poignée et la double porte s'ouvrit vers l'intérieur. Même dans la faible lumière qui filtrait à travers les volets fermés, la pièce était à couper le souffle. Elle était immense, facilement 3 fois plus grande que la chambre de Briley. Les murs étaient peints de magnifiques fresques de forêts et d'animaux. Un magnifique cheval à bascule en acajou trônait au centre. Les étagères étaient garnies de soldats de plomb, de blocs de bois et de livres de contes impeccables reliés en cuir. Un grand et beau berceau se trouvait dans un coin, drapé de fines dentelles qui n'avaient que légèrement jauni avec le temps. Et dans l'immense cheminée, bien que vide de bois, se trouvait une grille en laiton étincelante. C'était une chambre construite pour un enfant bien-aimé. C'était une chambre construite pour la chaleur. Lan entra. Il ne courut pas. Il avança prudemment, les yeux écarquillés, absorbant les couleurs, l'espace. Il se dirigea vers le cheval à bascule et tendit la main, effleurant à peine la crinière sculptée du bout des doigts. Briley se tenait dans l'embrasure de la porte, la poitrine serrée. Le pur gaspillage tragique de tout cela la rendait furieuse. Mademoiselle Rivera. La voix n'était pas forte, mais elle lui frappa la colonne vertébrale comme un fouet. Briley se retourna brusquement. Andrew Murray se tenait au bout du long couloir. Les ombres semblaient s'accrocher à lui. Il respirait lourdement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant, ses yeux fixés sur les portes bleues ouvertes. Il ressemblait à un homme regardant les portes de l'enfer. Il marcha vers elle. Ses enjambées étaient longues, dévorant la distance, jusqu'à ce qu'il la domine dans l'embrasure de la porte. Il ne regarda pas dans la pièce. Il garda les yeux rivés sur Briley, et la fureur en eux était absolument brûlante. « Qu'avez-vous fait » siffla-t-il, sa voix vibrant d'une rage si profonde qu'elle ne faisait presque aucun son. « J'ai ouvert une porte, votre grâce, » dit Briley. Son cœur battait la chamade contre ses côtes, mais elle ne recula pas. Elle resta sur le seuil. « Je vous ai donné une seule règle, » dit Andrew, ses mains tremblant légèrement. « Une seule règle. Vous deviez le tenir à l'écart de cette aile. Vous deviez rester loin de cette porte. Votre fils crache ses poumons dans un placard plein de courants d'air parce que vous êtes trop lâche pour le laisser dormir dans une chambre convenable, » lança Briley. La déférence avait disparu. L'instinct de survie était submergé par une colère pure et sans mélange. « Regardez cette pièce. Elle est faite pour lui. »« Vous ne savez rien, » gronda Andrew, faisant un pas de plus, forçant Briley à lever la tête pour maintenir le contact visuel. « Vous êtes une servante payée. Vous ne vous permettez pas de me juger. Vous ne vous permettez pas d'en toucher à mes affaires. Ce ne sont pas vos affaires. Elles appartiennent à Long. »« Long, » dit Andrew, et le nom sonnait comme de la cendre dans sa bouche. « N'entrera pas dans cette pièce. Et vous » il la regarda, la mâchoire serrée. « Vous ferez votre unique mal. Vous êtes renvoyé. » Briley soutint son regard. L'air entre eux était électrique, chargé de sa colère et de son défi. Elle ne pleura pas. Elle ne supplia pas pour les 30 livres. « Très bien, » dit Briley, sa voix tombant dans un calme tranquille et mortel. « Je partirai. Mais vous allez entrer dans cette pièce, Andrew Murray. Vous allez entrer dans cette pièce, et vous allez regarder votre fils dans les yeux, et vous allez l'entraîner dehors vous-même. » Andrew tressaillit comme si elle l'avait frappé. « Ne me parlez pas sur ce ton. Alors agissez comme un homme et non comme un fantôme, » rétorqua-t-elle. Elle s'écarta, dégageant l'embrasure de la porte, ne lui laissant qu'une ligne de vue directe sur la nurserie. « Allez-y, jetez-le dehors. Il attend. » Andrew se figea. Il tourna lentement la tête, ses yeux franchissant enfin le seuil des portes bleues.
Lon se tenait près du cheval à bascule en acajou. Le garçon s'était retourné quand les cris avaient commencé. Il se tenait parfaitement immobile au centre de la belle pièce poussiéreuse, fixant son père. Son petit visage était pâle, ses yeux écarquillés. Il ressemblait exactement à sa mère. Andrew laissa échapper un son, une expiration fracturée et brisée. Il fit un demi-pas en arrière, sa main se levant pour s'appuyer contre le cadre de la porte. La rage s'écoula de lui, remplacée instantanément par une panique suffocante et paralysante. « Je ne peux pas », murmura-t-il. Les mots n'étaient pas destinés à Briley. C'était une confession à l'air vide. Il se retourna et s'éloigna. Il ne courut pas cette fois. Il marcha d'un pas lourd et traînant dans le couloir sombre, disparaissant dans le ventre froid de la maison. Briley le regarda partir. Elle sentit un étrange nœud serré se former dans sa gorge. Elle se retourna vers la pièce. Lon se tenait toujours près du cheval. Elle entra, referma les portes bleues derrière elle, et les verrouilla de l'intérieur. « Viens ici, Lon, » dit-elle doucement. Elle s'assit sur le bord d'un fauteuil en velours délavé. Lon s'approcha, et pour la première fois, appuya son petit corps contre son genou. Briley posa sa main sur sa tête sombre. Elle était renvoyée. Elle n'avait pas d'argent et nulle part où aller. Mais ce soir, ils allaient dormir dans une chambre chaude. Briley se réveilla au son de la pluie qui s'abattait contre la vitre. Elle était raide, son cou endolori d'avoir dormi droite dans le fauteuil en velours délavé. De l'autre côté de la vaste pièce, Lon était recroquevillé en boule sur le lourd tapis persan, enveloppé dans une couette que Briley avait tirée de la grande armoire en acajou. Il respirait facilement. La toux qui avait secoué sa poitrine pendant une semaine semblait plus lâche. Vaincue par la chaleur sèche et stagnante de la pièce fermée, elle se leva, frottant la crampe de son épaule. Elle s'attendait à un coup de poing lourd sur la porte. Elle s'attendait à ce qu'Andrew Murray ait convoqué le gendarme local pour la traîner hors de la propriété. Au lieu de cela, il n'y eut qu'un léger grattement hésitant sur le bois. Briley tourna la clé en laiton et ouvrit la porte d'un pouce. Madame Higgins se tenait dans le couloir, tenant en équilibre un plateau de thé, de pain grillé et de 2 œufs durs. « Il est dans son bureau », murmura la gouvernante en passant le plateau par l'étroite ouverture. Ses yeux balayaient nerveusement le couloir. Il a verrouillé la porte de l'intérieur la nuit dernière. Il n'a pas demandé son petit déjeuner. Briley prit le plateau. A-t-il donné des ordres pour mon renvoi? Madame Higgins secoua la tête. Il n'a donné aucun ordre du tout. Il a simplement bu une demi-carafe de brandy et s'est enfermé. La femme plus âgée regarda par-dessus l'épaule de Briley, apercevant la vaste nurserie peinte. Une expression de profonde et lourde tristesse traversa son visage ridé. « Vous ne devriez pas être là-dedans, mademoiselle Rivera. Cela ne fera qu'empirer les choses. »« Pire qu'un enfant qui gèle dans un placard ?» demanda Briley d'un ton sec. « J'en doute. Nous aurons besoin de savon, madame Higgins. Des balais éponges, des seaux d'eau chaude et des chiffons. » Beaucoup de chiffons. Madame Higgins cligna des yeux. « Vous avez l'intention de la nettoyer. J'ai l'intention d'y vivre. À moins que sa grâce ne décide de me porter physiquement dehors, je vous suggère d'apporter le savon. » Briley ferma la porte. Elle n'attendit pas la permission. Elle avait appris il y a longtemps que les hommes paralysés par leurs propres échecs remarquaient rarement quand le monde continuait sans eux. Quand Lon se réveilla, Briley le mit au travail. Elle ne le laissa pas rester oisif. Elle lui tendit un chiffon humide et lui montra les plaintes. Au début, il se contenta de tenir le chiffon, la fixant de ses grands yeux bleus vides. « Nous travaillons pour notre gîte dans cette pièce, Lon, » dit-elle en nouant un tablier sur sa robe grise. « Si tu veux dormir dans un palais, tu dois d'abord le frotter. » Elle lui tourna le dos et commença à s'attaquer aux fenêtres. Des décennies de crasse s'étaient incrustées sur le verre, filtrant la lumière du jour en une brume jaunâtre et maladive. Elle frotta jusqu'à ce que ses jointures saignent, effaçant les années mortes. Derrière elle, elle entendit le son doux et humide d'un chiffon frottant contre le bois. Lon nettoyait les plaintes. En milieu d'après-midi, la pièce s'était transformée. L'odeur lourde et oppressante de la poussière et du temps emprisonné fut remplacée par l'odeur âcre et piquante du savon de soude et de l'huile de citron. Les doubles portes bleu pâle brillaient, et à travers le verre nouvellement transparent des hautes fenêtres, la pâle lumière du soleil d'hiver touchait enfin le plancher.
Andrew vit la lumière avant de la voir. Il avait quitté la maison par une porte latérale, incapable de supporter le silence étouffant de son bureau. Sa tête battait d'une douleur vicieuse imbibée de brandy. Il sella lui-même son cheval, évitant le maître d'écurie, et partit dans le vent mordant. Il monta à vive allure, poussant le cheval sur les collines sombres et boueuses du domaine, jusqu'à ce que l'animal soit couvert de sueur et que les doigts d'Andrew soient engourdis. Il s'arrêta sur une crête surplombant l'abbaye. Elle reposait dans la vallée comme une dent sombre et pourrie. Mais en regardant l'aile est, l'aile qu'il avait ordonné de sceller et de fermer il y a 5 ans, son souffle se coupa. Les lourds volets en bois du 3e étage étaient grands ouverts. Le verre derrière eux brillait sous le mince soleil de l'après-midi. C'était comme un coup physique. C'était comme si la maison avait ouvert un œil aveugle et le fixait directement. Il enfonça ses éperons dans les flancs du cheval. Il ne ralentit pas en atteignant l'allée de gravier, jetant les rênes à un garçon d'écurie surpris et se dirigeant d'un pas décidé vers la maison. Ses bottes laissaient des mottes de boue sur le marbre immaculé de l'entrée. Il monta le grand escalier, son cœur battant un rythme violent et erratique contre ses côtes. Il s'attendait à être furieux. Il s'attendait à arracher les portes de leurs gonds et à jeter la femme insolente dans la boue. Il tourna le coin du couloir de l'aile est et s'arrêta. Briley se tenait sur une chaise en bois devant les portes de la nursery. Elle avait un chiffon dans une main et un seau d'eau trouble en équilibre précaire sur le bord de la chaise. Elle frottait vigoureusement l'applique à gaz en laiton fixé au mur. Sa robe grise était humide, son tablier taché de suie. Des mèches de cheveux sombres s'étaient échappées de son chignon sévère, collant à son front en sueur. Elle avait l'air complètement épuisée. Elle avait l'air totalement inébranlable. Andrew se tenait dans l'ombre, la regardant, la poitrine haletante. Il lui avait ordonné de sortir. Il l'avait renvoyée. Pourtant, elle était là, polissant le laiton devant une pièce qu'il ne pouvait supporter de regarder. Briley s'arrêta, s'essuyant le front du revers de son poignet. Elle tourna la tête et le vit debout au bout du couloir. Elle ne sia pas. Elle ne laissa pas tomber le chiffon. Elle le regarda simplement, ses yeux sombres et fermes, évaluant la menace qu'il représentait. « Vous êtes toujours là », dit Andrew. Les mots résonnèrent dans le long couloir vide. Sa voix manquait de l'autorité retentissante qu'elle avait possédée la veille. Elle semblait faible. « Ma malle était trop lourde pour être transportée sous la pluie », répondit calmement Briley. Elle replongea son chiffon dans le seau et l'essora. « J'ai pensé que j'attendrais que la boue sèche. Je vous ai renvoyé. Vous avez paniqué, » corrigea-t-elle en frottant une tache de ternissure tenace. « Il y a une différence. Un renvoi nécessite des papiers et un règlement de salaire. Une panique ne nécessite qu'une porte qui claque. J'ai supposé que vous finiriez par dégriser et réaliser que vous avez toujours besoin de quelqu'un pour garder votre fils en vie. » La mâchoire d'Andrew se crispa. « Avez-vous le moindre respect pour l'autorité, mademoiselle Rivera? Je respecte la compétence, votre grâce. L'autorité n'est qu'un titre. Elle lave rarement les fenêtres. » Elle descendit de la chaise. Elle ne le quitta pas des yeux. Elle se tenait devant les portes bleues pâles, un chien de garde silencieux et pragmatique. Andrew regarda les portes. Il regarda le plancher propre qui y menait. Il sentit l'attraction terrifiante et magnétique de la pièce, l'envie d'avancer et l'envie de fuir, qui se livrait une guerre violente dans sa poitrine. « Si vous restez dans cette pièce, » dit Andrew, sa voix tombant à un murmure rauque, « vous ne recevrez pas de charbon des réserves principales. Je ne paierai pas pour chauffer une tombe. » « Ce n'est pas une tombe, » dit doucement Briley. « C'est une nursery, et je suis parfaitement capable de trouver mon propre bois. » Andrew la fixa pendant un long et angoissant moment. Il attendait qu'elle le plaigne. Il attendait la sympathie aux yeux doux que toutes les autres femmes avaient offerte à son personnage de veuve tragique. Briley ne lui offrit rien d'autre qu'une réalité froide et dure. Il tourna les talons et s'éloigna. La concession flottait dans l'air derrière lui, plus lourde que la poussière qu'elle venait de laver. Briley tint parole. Si Andrew ne fournissait pas de charbon, elle trouverait du combustible ailleurs. Le domaine était vaste et sauvagement envahi par la végétation. Des années de négligence avaient laissé les bois environnants étouffés par les arbres morts et les branches cassées. 2 jours après l'affrontement dans le couloir, la température chuta. Le givre grimpa sur les fenêtres fraîchement nettoyées de la nursery, et les doigts de Long étaient glacés au toucher. Briley l'enveloppa dans une couverture de laine,
l'installa dans le fauteuil en velours avec un livre d'images et sortit. Elle trouva une lourde hache rouillée dans l'abri de jardin en ruine. Elle était émoussée. Le manche était fendu, mais elle était assez lourde pour faire des dégâts. Elle traîna une énorme branche de chêne mort, hors de la lisière des arbres, et sur l'herbe givrée, près des portes de la cuisine. Elle balança la hache. Elle rebondit sur le bois gelé, lui secouant les bras si violemment que ses dents claquèrent. Elle serra les dents, ajusta sa prise et frappa à nouveau. Un petit éclat vola dans les airs. « Vous allez vous couper le pied. » Briley se figea, la hache suspendue à mi-course. Andrew se tenait sur le chemin de gravier. Il portait un lourd manteau de laine, un contraste saisissant avec son mince châle. Il avait l'air reposé, bien que les cernes sombres sous ses yeux restaient gravées en permanence sur sa peau. « Je préfère garder mes orteils, » dit Briley en abaissant la hache, son souffle formant des nuages dans l'air glacial. « Mais je préfère encore plus que mon sang circule. Le bois est gelé, la hache est émoussée, » énuméra Andrew. Il s'approcha d'elle, la neige craquant sous ses bottes. Il s'arrêta à quelques mètres, regardant la piètre entaille qu'elle avait faite dans la branche de chêne. Il n'offrit pas de salutation polie. Il ne demanda pas comment allait l'on. Il tendit sa main gantée. « Donnez-la-moi. » Briley hésita. Elle détestait abandonner le contrôle, surtout à un homme qui avait abdiqué le sien, mais ses épaules criaient de protestation. Elle lui tendit la hache. Andrew retira ses gants, les jetant sur un banc de pierre voisin. Il ôta son lourd manteau. En dessous, il portait un gilet ajusté et une fine chemise de lin. Il retroussa ses manches, exposant des avant-bras épais, parsemés de poils sombres. Il agrippa le manche fendu de la hache. Il n'ajusta pas sa position. Il ne visa pas soigneusement. Il leva simplement la lourde tête de fer et l'abattit avec une violence explosive et terrifiante. Le bois se fendit avec un craquement sec. Andrew frappa à nouveau. Et encore. Il ne coupait pas du bois. Il commettait une violence contre lui. Les muscles de son dos et de ses épaules se contractaient et bougeaient sous sa chemise. La tête émoussée de la hache s'enfonça profondément dans le chêne gelé, le déchirant par la pure force brute. Briley se tenait silencieusement, le regardant. Elle reconnut le rythme de ses coups. Ce n'était pas de l'utilité, c'était de la rage. C'était la manifestation physique d'un homme qui suffoquait sous le poids de son propre esprit, ayant désespérément besoin de frapper quelque chose qui ne saignerait pas. Les copeaux de bois volaient comme des éclats d'obus. Le souffle d'Andrew sortait en grognements rauques et rythmés. La sueur perlait sur son front, malgré la température glaciale. Il coupa jusqu'à ce que l'énorme branche soit réduite en bûche parfaitement dimensionnée et éclatée, tout à fait adaptée à la grille de la nursery. Il planta la tête de la hache dans la dernière souche et lâcha prise. Il se tenait au-dessus du tas de bois, la poitrine haletante, les mains à vif et rouges à cause du manche fendu. « Mon père, » dit Briley tranquillement, brisant le silence, jouait aux cartes jusqu'à ce que ses doigts saignent à force de battre les cartes. Il disait que la douleur le tenait éveillé. Je pense qu'il aimait juste la punition. Andrew se tourna lentement pour la regarder. Ses yeux bleus étaient perçants, dépouillés de leur indifférence plate habituelle par l'adrénaline. « Me traitez-vous de masochiste, mademoiselle Rivera ?» demanda-t-il. « Je dis que couper un chêne entier en petits bois, avec une hache émoussée, est un moyen très efficace d'éviter de ressentir quoi que ce soit d'autre, » dit-elle. Elle se pencha et commença à rassembler les bûches fendues dans son tablier. Elle ne peina pas. Elle les empila méthodiquement, testant le poids contre ses hanches. Andrew la regarda. « Pourquoi restez-vous » demanda-t-il. La question était directe. « Je vous paye une misère. Je suis profondément désagréable. La maison est une ruine. Vous possédez clairement l'intelligence de trouver un emploi dans une maison saine d'esprit. Pourquoi êtes-vous ici ?» Briley s'arrêta, une bûche à mi-chemin de son tablier. Elle leva les yeux vers lui. L'air glacial flottait entre eux. « Parce que ma sœur est dans une école à Bath, et cela coûte 30 livres par an pour l'y maintenir. Si elle rentre à la maison, elle sera mariée à un homme exactement comme mon père, qui jouera sa dot et la laissera geler. » Briley se redressa, le lourd paquet de bois tendant le tissu de son tablier. « Et parce que je ne crois pas qu'il faille fuir les ruines. Les ruines peuvent être reconstruites, ou du moins, on peut les rendre chaudes. » Andrew la fixa. Pour la première fois depuis son arrivée à l'abbaye de Westford,
Il la vit vraiment, non pas comme une nuisance, non pas comme une employée. Il vit la colonne de fer sous la robe grise bon marché. Il vit une femme qui regardait sa dévastation et ne ressentait absolument aucune peur. « Vous êtes une femme très difficile à intimider », nota Andrew tranquillement. « Je trouve que l'intimidation est un luxe pour les gens qui ont d'autres options », répondit Briley. « Je n'en ai pas. » Elle se tourna et commença à marcher vers les portes de la cuisine. « Attendez, » dit Andrew. Il passa devant elle, se pencha et ramassa les lourdes bûches restantes à main nue. Il ne la regarda pas. Il se mit simplement à marcher à côté d'elle, portant le fardeau le plus lourd. Ils marchèrent en silence jusqu'à la maison. C'était la première fois qu'ils marchaient dans la même direction. Le feu changea complètement la pièce. Une fois allumé, le bois sec et ancien dans la grille en laiton prit rapidement, envoyant une vague de chaleur rayonnante à travers l'immense nursery. Les ombres reculèrent. La forêt peinte sur les murs semblait s'animer dans la lumière orange vacillante. Briley était assise dans le fauteuil, raccommodant une déchirure dans l'une des chemises de Lon. Lon était assis en tailleur sur le tapis, entouré d'un jeu de blocs de bois. Il ne les jetait pas. Il construisait. Il les empilait avec une précision lente et méticuleuse, créant une structure bancale et imposante qui défiait la gravité. Les lourdes portes bleues étaient légèrement entr'ouvertes. Briley les avait laissées ainsi délibérément. Elle voulait que la chaleur se propage dans le couloir glacial. Elle voulait que l'odeur de la fumée de bois agisse comme un lien. 1 heure après le souper, les planchers du couloir grincèrent. Briley ne leva pas les yeux de son aiguille. Elle garda ses points réguliers, suivant le son des bottes lourdes qui s'arrêtaient juste devant l'ouverture. Andrew se tenait dans le couloir. Il avait enfilé une chemise fraîche et une veste d'intérieur en velours sombre, mais il semblait profondément troublé. Il fixait la fente de lumière qui s'échappait de la nursery sur le sol du couloir. Il leva la main et poussa la porte. Les gonds étaient silencieux, fraîchement huilés par Briley. Andrew entra dans l'embrasure de la porte et se figea. La chaleur le frappa en premier. Elle était épaisse et écrasante, sentant la fumée de chêne et le savon de soude. Puis vint l'assaut visuel. La pièce était exactement comme il s'en souvenait, et pourtant entièrement différente. Elle était propre. Elle était habitée. Le cheval à bascule projetait une longue ombre dansante contre le mur, et il y avait Lon. Le regard d'Andrew se fixa sur son fils. Le garçon était illuminé par la lumière du feu, ses cheveux sombres tombant dans ses yeux, alors qu'il plaçait soigneusement un autre bloc sur sa tour précaire. Il avait l'air en bonne santé. La pâleur de ses joues avait disparu, remplacée par une légère rougeur due à la chaleur. Andrew agrippa le cadre de la porte. Ses jointures devinrent d'un blanc éclatant. L'air dans ses poumons ressemblait à du verre. Il se tenait au bord de l'abîme qu'il avait évité pendant 5 ans. Briley noua son fil et en coupa l'extrémité avec ses dents. Elle posa la chemise de côté. « La cheminée tire parfaitement », dit-elle à la cantonade, sans le regarder, bien qu'un oiseau ait niché près du conduit. Il faudra la nettoyer au printemps. Son observation banale brisa la tension paralysante dans la poitrine d'Andrew. Cela le ramena sur terre. Cela lui rappela que ce n'était qu'une pièce faite de bois et de plâtre, chauffée par les bûches qu'il avait coupées lui-même. Lentement, péniblement, Andrew leva sa botte et franchit le seuil. Il était à l'intérieur de la nursery. Les planchers gémirent doucement sous son poids. Il marcha avec raideur, les épaules rigides, se dirigeant vers le centre de la pièce. Il s'arrêta à quelques mètres de l'endroit où Lon était assis. Lon arrêta de construire. Le garçon ne tressaillit pas, mais sa petite main plana au-dessus de la tour en bois. Il leva les yeux vers la silhouette massive et sombre de son père. Andrew baissa les yeux. Il vit les yeux de sa mère sur le visage du garçon. Mais pour la première fois, il vit aussi sa propre mâchoire. Il vit ses propres cheveux sombres et indisciplinés. Il vit une créature vivante et respirante, pas un fantôme. Sa coordination s'est améliorée, observa Briley d'un ton neutre depuis son fauteuil. Il a empilé 6 blocs ce matin. Il en est à 8 maintenant. Andrew déglutit difficilement. Le nœud dans sa gorge était de la taille d'une pierre. Il s'abaissa lentement, tombant à genoux sur le tapis perçant. Il était maintenant à la hauteur des yeux de son fils. Ils se regardèrent. Le silence dans la pièce était absolu, à l'exception du crépitement des bûches de chêne dans la cheminée. Lon regarda le visage de son père. Il regarda la rougeur sur les jointures d'Andrew, marquée par le manche fendu de la hache.
Lentement, le garçon tendit la main. Andrew arrêta de respirer. Il se prépara, incertain de ce que l'enfant allait faire. Le frapper, se détourner. Lon prit un bloc de bois. C'était la lettre H. Il le tendit, l'offrant à Andrew. Andrew fixa le bloc. Sa main trembla alors qu'il tendait la main et prenait le petit morceau de bois usé. Ses doigts effleurèrent ceux de Lon. La peau du garçon était chaude. Un frisson soudain et violent secoua la grande carcasse d'Andrew. Il ferma les yeux, baissant la tête, alors que 5 ans de chagrin refoulé et angoissant brisaient enfin la digue. Il ne sanglota pas. Il ne cria pas. Il resta simplement agenouillé, là, sa poitrine se convulsant silencieusement, tenant le petit bloc de bois comme si c'était une ancre, le maintenant attaché à la terre. Lon l'observa attentivement. Le garçon se leva. Il fit un pas en avant et tapota maladroitement l'épaule solide et tremblante de son père. C'était une imitation maladroite d'un geste réconfortant qu'il avait vu Briley faire. Andrew haleta. Il laissa tomber le bloc, tendit la main et attira le garçon dans ses bras. Il enfouit son visage dans la petite épaule de Lon, enroulant ses grands bras autour du corps fragile de l'enfant. Il le serra fort, désespérément. « Lon » murmura Andrew. Le nom se brisa dans sa gorge. C'était la première fois qu'il le prononçait à voix haute depuis des années, sans méchanceté, sans peur. Lon ne le serra pas en retour. Il ne savait pas comment faire, mais il ne se dégagea pas non plus. Il resta simplement là, endurant l'étreinte écrasante de son père, posant son petit menton contre le velours sombre de la veste d'intérieur d'Andrew. Briley regardait depuis le fauteuil. Elle ne sourit pas. Elle n'offrit pas de platitude. Elle prit simplement une autre chemise de son panier à raccommoder, enfila son aiguille et laissa l'homme vider son poison sur le sol. La maison était toujours une ruine, mais la glace était brisée. Le lendemain matin, la porte de la nursery s'ouvrit à 8 heures précises. Briley était à la table de toilette, essorant un gant pour essuyer le sommeil des yeux de Lon. Elle s'arrêta, l'eau s'égouttant dans la cuvette en porcelaine. Andrew se tenait dans l'embrasure de la porte. Il ne portait pas ses vêtements d'équitation, ni une veste d'intérieur en velours. Il portait une simple chemise de lin et un pantalon usé. Il portait une lourde boîte à outils en bois. Il ne s'annonça pas avec un grand discours. Il ne s'excusa pas pour son effondrement de la veille. Il passa devant Briley, devant un Lon aux yeux écarquillés, et s'agenouilla près de la grande armoire en acajou. L'une de ses charnières massives était cassée depuis des années, faisant pendre la porte à un angle précaire. Andrew ouvrit sa boîte à outils. Il en sortit un lourd tournevis en fer et se mit au travail. Le grincement métallique et rauque remplit la pièce silencieuse. Briley finit de laver le visage de Lon. Elle n'offrit pas d'aider Andrew. Elle se mit simplement à sa routine matinale. Elle monta le porridge de la cuisine, posant 3 bols sur la table en chêne rayé, au lieu de 2. Quand Andrew eut fini de serrer les vis en laiton, la porte de l'armoire se ferma parfaitement. Il se leva, s'essuyant les mains sur un chiffon, et regarda la table. Il s'assit sur la 3e chaise. Il n'attendit pas d'invitation. Il prit sa cuillère et mangea le porridge tiède. Ce fut un repas terriblement gênant. Le silence était épais, lourd de choses non dites et d'années de rouille. Lon s'arrêtait avec sa cuillère à mi-chemin de sa bouche, fixant le grand homme assis en face de lui. Andrew fixait son bol, sa mâchoire travaillant mécaniquement. Briley mangeait avec son efficacité habituelle. Les gouttières du côté sud de cette aile sont bouchées, observa-t-elle, sa voix coupant la tension comme un couteau émoussé. La pluie s'accumule contre les fondations. Cela causera de la pourriture humide dans les planchers d'ici 1 an. Andrew s'arrêta. Il leva les yeux, rencontrant son regard ferme. « Je demanderai au jardinier de les nettoyer. » « Le jardinier a 70 ans et une mauvaise hanche, » répondit Briley d'un ton sec. « Il tombera de l'échelle et se cassera le cou. Alors je devrais le soigner. » La bouche d'Andrew tressaillit. C'était un mouvement microscopique, à peine une fraction de sourire, mais cela changea entièrement la géographie sévère de son visage. « Je les nettoierai moi-même. » Et il le fit. Pendant les 3 semaines suivantes, Andrew Murray devint un ouvrier sur son propre domaine. Il ne retourna pas au silence étouffant de son bureau. Il ne se réfugia pas dans la carafe de brandy. Au lieu de cela, il travailla. Il nettoya les gouttières. Il huila les gonds raides des lourdes portes en chêne.
Il transporta du charbon des réserves principales, s'assurant que la grille en laiton de la nurserie était perpétuellement flamboyante. Il était maladroit au début avec son fils. Il ne savait pas comment jouer. Quand Lon lui tendait un bloc de bois, Andrew le tenait simplement, incertain de ce que le garçon voulait qu'il fasse. « Vous le mettez sur l'autre », instruisit Briley un après-midi, sans lever les yeux d'un registre qu'elle examinait pour la gouvernante. « C'est la gravité, votre grâce, pas une manœuvre navale complexe. » Andrew lui lança un regard noir, mais il plaça le bloc. La tour tint bon. Lon laissa échapper un son court et haletant, un rire. C'était un son rouillé, inutilisé, mais il résonna dans la grande pièce comme une cloche. Les mains d'Andrew se figèrent. Il fixa son fils, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Il prit soigneusement un autre bloc et le tendit à Lon. Le garçon le prit. Ils construisirent la tour ensemble. Briley les observait de loin. Elle sentit une étrange douleur aiguë dans ses côtes. Elle réparait cette famille morceau par morceau, tout comme Andrew réparait la maison. Mais elle connaissait la vérité fondamentale de son existence. Elle était un échafaudage. Une fois la structure solide, l'échafaudage est retiré. Elle était une gouvernante engagée, et ses propres fondations étaient sur le point de se fissurer. La lettre arriva un mardi. Elle fut apportée avec le thé du matin par Madame Higgins. Le papier était bon marché, le seau de cire brisé. Briley reconnut l'écriture exiguë et frénétique de la directrice du pensionnat de sa sœur à Bath. Briley brisa le seau et lut la seule page. Son père n'avait pas seulement laissé des dettes à Bath, il avait emprunté au nom de sa plus jeune fille. Un créancier avait fait surface, exigeant 40 livres. L'école, terrifiée par le scandale, donnait à Briley une semaine pour régler la dette et retirer sa sœur de l'établissement. Briley plia soigneusement la lettre. Elle la plaça dans la poche de son tablier. Elle ne pleura pas. Le panique était un luxe qui coûtait un temps qu'elle n'avait pas. « Lon, dit-elle, sa voix parfaitement égale. Va chercher ton ardoise. Nous nous entraînons sur la lettre M aujourd'hui. » Elle fonctionna avec une efficacité impitoyable pour le reste de la journée. Elle enseigna à Lon. Elle prit ses repas. Mais son esprit calculait rapidement les horaires de train, les valeurs des prêteurs sur gage et la sombre réalité de la recherche d'un emploi de dame de compagnie à Londres avec une sœur à charge. Elle avait 5 livres d'économie. Il lui manquait 35 livres. Elle devrait partir. Elle devrait aller à Bath, affronter le créancier et supplier. Ce soir-là, après que Lon se fut endormi, Briley traîna sa seule malle en cuir dessous son lit. Elle l'ouvrit sur le tapis persan délavé et commença à plier ses quelques robes simples. Elle n'entendit pas la porte s'ouvrir. « Déménageons-nous encore de chambre ?» Briley se raidit. Elle se tourna. Andrew se tenait dans l'embrasure de la porte. Il était appuyé contre le cadre, les bras croisés sur sa poitrine. Il avait l'air détendu, un contraste saisissant avec l'homme hanté qu'elle avait rencontré 2 mois auparavant. Le travail physique et l'air frais avaient ramené la couleur sur son visage. « Non, » dit Briley en se retournant vers sa malle. Elle plia un châle en laine grise et le plaça à l'intérieur. « Je pars. » L'aisance décontractée disparut de la posture d'Andrew. Il se redressa, le front plissé. Il entre dans la pièce, ses lourdes bottes silencieuses sur le tapis. « Partir pour la soirée. Quittez mon emploi, votre grâce. J'exige mon salaire pour les 2 derniers mois, au prorata du jour, s'il vous plaît. Je pars à l'aube. » Andrew s'arrêta à quelques mètres d'elle. L'air dans la pièce devint soudainement dangereusement mince. « Vous démissionnez. Je donne mon préavis. Un préavis abrupt, je le concède, mais un préavis néanmoins. Pourquoi ?» Le mot était sec, dur. Le duc était de retour, exigeant une réponse. « C'est une affaire personnelle. Lon dort enfin toute la nuit. Il écrit ses lettres. Il a souri aujourd'hui. Vous ne pouvez pas le quitter. » La voix d'Andrew montait, une pointe de panique sombre perçant à travers la colère. Briley claqua le couvercle de la malle. Le craquement sec résonna dans la pièce silencieuse. Elle se retourna pour lui faire face. Sa propre peur et son épuisement brisèrent enfin le mur de fer de son sang-froid. « Je ne suis pas sa mère, lança-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Je suis une employée, et ma propre chair et mon propre sang exigent ma présence immédiate. Alors vous allez me faire un chèque pour mon salaire, Andrew Murray, et vous allez trouver comment empiler les blocs de bois vous-même.
Andrew la fixa. Il regarda ses joues rouges, ses yeux brillants et furieux. Il vit la lettre qui dépassait légèrement de la poche de son tablier. Avant qu'elle ne puisse l'arrêter, il tendit la main, sa grande main glissant adroitement le papier plié de sa poche. « Rendez-moi ça !» exigea Brierly en s'avançant pour l'arracher. Andrew le tint hors de sa portée, le dépliant d'une seule main. Il lut l'écriture exiguë. Ses yeux parcoururent rapidement la page, la colère s'écoulant de son visage, remplacée par un calcul froid et terrifiant. « 40 livres, dit-il tranquillement. Votre père a emprunté 40 livres à un prêteur sur gage à Bath. Cela ne vous regarde pas. Brierly sentit une rougeur humiliante lui monter au cou. Elle détestait être exposée. Elle détestait être vulnérable. Andrew la regarda. Il ne lui offrit pas un regard de pitié. La pitié l'aurait brisée. Au lieu de cela, il la regarda avec un respect profond et inflexible. Vous alliez prendre vos 5 livres, vous rendre à Bath, et vous offrir à une prison pour dette pour en préserver votre sœur, déclara-t-il. Ce n'était pas une question. Je vais m'occuper des affaires de ma famille. Non, dit Andrew. Il se dirigea vers la cheminée et jeta la lettre dans les braises ardentes. Brierly allaita. Qu'est-ce que vous faites? C'était la preuve de la dette. Vous n'avez pas besoin de preuve d'une dette qui n'existe plus. Andrew se retourna vers elle. J'enverrai mon avocat à Bath demain matin. Il portera un chèque de 400 livres. Il paiera le créancier. Il paiera les frais de scolarité pour les 5 prochaines années à l'avance. Et il établira un compte au nom de votre sœur pour s'assurer qu'elle n'ait plus jamais besoin d'un prêteur sur gage ou d'une sœur désespérée. Brierly resta parfaitement immobile. L'ampleur de l'argent qu'il venait de proposer nonchalamment la frappa comme un coup physique. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Je ne peux pas rembourser ça », murmura-t-elle, sa voix rauque. « Même si je travaillais ici pendant 10 ans, je ne pourrais pas rembourser 400 livres. Je ne serai pas votre débitrice. » Andrew combla la distance entre eux. Il se tenait juste en face d'elle. Il était si proche qu'elle pouvait sentir la fumée de bois sur ses vêtements et l'odeur propre du savon de soude sur sa peau. « Je ne suis pas un prêteur sur gage, Brierly, » dit-il. Sa voix était basse, un grondement profond dans sa poitrine. C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. « Je n'achète pas votre servitude, je protège ma maison. » Il leva les mains, ses grandes mains calleuses, saisissant doucement ses épaules. Sa prise était ferme, la ramenant sur terre. « Il y a 5 ans, » dit Andrew, ses yeux se fixant sur les siens. « Cette maison est morte. Je l'ai laissée mourir. J'ai verrouillé les portes et j'ai attendu que la pourriture m'emporte. Vous êtes entré ici avec un seul sac et un livre de botanique, et vous avez pris une masse pour détruire mon chagrin. Vous n'avez pas demandé la permission de nous sauver. Vous l'avez simplement fait. » Le souffle de Brierly se coupa. Elle leva les yeux vers ses yeux bleus pâles et saisissants. La platitude avait entièrement disparu. Il brûlait d'une intensité féroce et tranquille. « Vous n'êtes pas un échafaudage, Brierly, » dit Andrew, lisant la peur même qu'elle avait nourrie. « Vous êtes la fondation. Si vous partez, cette maison s'effondre. Je m'effondre. » Il fit une pause, ses pouces caressant doucement la laine rugueuse de sa robe sur ses épaules. « Laissez-moi faire ça. Laissez-moi réparer cette seule chose brisée pour vous, parce que vous avez réparé chaque chose brisée en moi. » Brierly le fixa. Elle avait passé toute sa vie d'adulte à se battre pour survivre aux échecs des hommes qui l'entouraient. Elle était préparée à la déception. Elle était préparée à la trahison. Elle n'était pas préparée à un homme qui regardait ses fardeaux et les soulevait simplement de ses épaules. Elle ferma les yeux. Une seule larme traîtresse s'échappa, traçant un chemin brûlant sur sa joue. La main d'Andrew quitta son épaule. Son pouce rugueux attrapa doucement la larme, l'essuyant. « Restez » murmura-t-il. Brierly ouvrit les yeux. Elle regarda la malle sur le sol. Elle regarda le feu qui flambait dans la cheminée. Elle regarda l'homme qui se tenait devant elle, lui offrant non pas un conte de fées, mais un partenariat solide et inébranlable. « L'avocat doit obtenir un reçu, » dit Brierly, sa voix tremblant légèrement, « et il doit s'assurer que l'école améliore sa chambre. Il y a des courants d'air au 2e étage. » Andrew laissa échapper un rire bref et haletant. Il la serra contre sa poitrine, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Tout ce que vous dicterez, mademoiselle Rivera. Tout ce que vous dicterez. » Brierly enroula ses bras autour de sa taille, pressant son visage contre son épaule solide. Pour la première fois de sa vie, elle se laissa tenir. Le printemps arriva dans le Yorkshire,
Non pas avec un dégel doux, mais avec une explosion de vie violente et soudaine. Le lierre noir sur les murs de pierre de l'abbaye de Westford devint d'un vert vibrant et perçant. Les ornières boueuses de l'allée des Calèches séchèrent en une terre dure, bordée de perce-neige en fleurs. À l'intérieur de la maison, la transformation était encore plus profonde. Les housses furent retirées du grand lustre du hall principal. Les lourds volets en bois de toute l'aile furent déverrouillés et ouverts en grand, permettant à la pâle lumière du soleil de printemps d'inonder les couloirs poussiéreux. Madame Higgins avait engagé 3 nouvelles femmes de chambre du village, et le bruit du balayage et du frottement remplaça le silence étouffant. Andrew ne s'enfermait pas dans son bureau. Il travaillait dans le bureau du domaine, sa porte grande ouverte. Les registres qui avaient autrefois été les instruments de sa distraction étaient maintenant méticuleusement équilibrés. Il montait son cheval sur les collines, non pas pour s'épuiser, mais pour inspecter les fermes des tenanciers et autoriser les réparations des toits qui fuyaient. Il était de nouveau un duc, mais plus important encore, il était éveillé. Un mardi matin ensoleillé de début mai, Briley était dans les jardins. Elle avait abandonné ses robes de laine grise et sévère pour une robe de coton plus légère d'un bleu doux et poudré. Elle était agenouillée dans la terre, taillant agressivement un énorme rosier envahissant qui avait étouffé le sentier de pierre. Lan était assis sur un banc de pierre à quelques mètres de là. Il n'était plus le fantôme pâle et sauvage qui se cachait sous les lits. Il avait grandi d'1 pouce. Ses joues étaient rondes et colorées. Il tenait un petit bateau en bois qu'Andrew avait sculpté pour lui, passant ses mains sur la coque lisse. « Vous en enlevez trop. » Briley ne se retourna pas. Elle coupa une branche épaisse et épineuse. « Si vous ne coupez pas le bois mort, la nouvelle croissance ne peut pas respirer. » C'est une loi fondamentale de l'horticulture. Andrew s'avança sur le sentier de pierre. Il était en manche de chemise, son gilet déboutonné. Il s'arrêta derrière elle, regardant le tas de branches épineuses qu'elle avait accumulées. « Vous allez vous faire saigner, nota-t-il. »« J'ai la peau dure, » répondit Briley en jetant une autre branche sur le tas. Elle s'assit sur ses talons, s'essuyant le front du revers de son poignet, laissant une traînée de terre sur son front. Andrew s'accroupit à côté d'elle. Il tendit la main, son pouce essuyant doucement la terre de sa peau. Son contact n'était plus hésitant. Il était familier, rassurant. Au cours des 3 derniers mois, leur relation s'était transformée en une intimité tranquille et profonde. Il n'y avait pas eu de grandes déclarations. Il n'y avait pas eu de sérénade au clair de lune. Il y avait simplement la réalité partagée de la construction d'une vie. Ils buvaient du thé ensemble le soir pendant que Lan jouait. Ils se disputaient au sujet des comptes de la maison. Ils lisaient dans la même pièce, à l'aise dans un silence qui ne ressemblait plus à une arme. « Le rapport final de l'avocat est arrivé de Bath ce matin, » dit Andrew tranquillement. « Votre sœur va bien. Elle a été déplacée dans la chambre du coin au 1er étage. Elle vous envoie ses amitiés et demande pourquoi vous ne l'avez pas fait venir en visite. » Briley le regarda. « Parce qu'elle jacasse sans cesse et ruinerait la paix et la tranquillité que j'ai violemment établies ici. » Andrew sourit. C'était un vrai sourire complet qui atteignit ses yeux. « Nous avons 20 chambres vides dans l'aile principale. Laissez-la jacasser. » Il se leva, offrant sa main à Briley. Elle la prit, le laissant la relever. Il ne lâcha pas sa main. « J'ai ordonné que la nursery principale soit repeinte, » dit Andrew, son pouce caressant ses jointures. Briley fronça les sourcils. « La chambre bleue est parfaitement bien. Nous venons juste de retirer la suie de la cheminée. »« La chambre bleue est au 3e étage, » dit Andrew. « C'est totalement impraticable pour une famille qui s'agrandit. Les pièces adjacentes à la suite principale au 2e étage sont beaucoup plus grandes et plus proches du grand escalier. » Briley se figea, l'implication flottant dans l'air chaud du printemps entre eux. Andrew s'approcha. Il la regarda, son expression entièrement sérieuse. Il ne posait pas une question, il posait des fondations. « Je ne veux pas que vous soyez au bout du couloir, Briley, » dit Andrew, sa voix tombant à une cadence basse et rauque. « Je ne veux pas que vous gériez mes comptes en tant qu'employé. Je veux que vous gériez ce domaine en tant que sa duchesse. Je vous veux à mes côtés, au dîner, dans mon bureau, dans ma vie, tous les jours. » Briley le fixa. Elle chercha le piège. Elle chercha le désespoir qui accompagnait habituellement les demandes en mariage des hommes. Elle ne trouva qu'une certitude solide et inébranlable. Il l'aimait, non pas d'une passion ardente et destructrice,
mais de la chaleur profonde et durable d'un feu de cheminée qui ne s'éteint jamais. Je suis une vieille fille avec un père joueur et des callosités sur les mains, dit-elle doucement. Et je suis un veuf avec un mauvais caractère et une capacité terrifiante à la dépression, rétorqua Andrew sans hésiter. Nous sommes tous les deux profondément imparfaits, mais nous sommes excellents pour réparer les choses. Il plongea la main dans la poche de son gilet. Il n'en sortit pas une bague en diamant. Il en sortit une clé en laiton lourde et finement ciselée. La suite principale est fermée à clé depuis 5 ans, dit Andrew en plaçant le métal froid dans sa paume et en repliant ses doigts dessus. Je suis fatigué des portes fermées. Briley baissa les yeux sur la clé en laiton dans sa main. Le nœud de survie et d'indépendance, qui avait été si serré dans sa poitrine pendant une décennie, se défit enfin complètement. Elle leva les yeux vers Andrew, un sourire sincère et radieux illuminant son visage. « Je suppose, dit-elle, la voix épaisse d'émotion, que je vais devoir commander plus de savon. » Avant qu'Andrew ne puisse la prendre dans ses bras, un son brisa le calme du jardin. Bateau. Andrew et Briley tournèrent tous les deux la tête. Lon se tenait près du banc de pierre. Il avait laissé tomber le jouet en bois. Il montrait un petit étang au bord du jardin où une grenouille venait de plonger dans l'eau. Il regarda son père, ses yeux bleus brillants et grands ouverts. « Bateau !» répéta le garçon, sa voix claire, bien qu'un peu rauque par manque d'usage. Andrew lâcha la main de Briley. Il marcha lentement vers son fils, le souffle coupé. Il tomba à genoux sur l'herbe. « Oui !» s'étrangla Andrew, les larmes remplissant instantanément ses yeux. « Oui, Lon. Allons mettre le bateau à l'eau. » Lon prit la grande main cailleuse de son père. Briley se tenait sur le sentier de pierre, serrant la clé en laiton contre sa poitrine. Elle regarda le duc et son héritier marcher vers l'eau. Le soleil tapait sur les jardins fraîchement défrichés. La maison derrière elle se dressait, haute et imposante, ses fenêtres ouvertes, respirant l'air du printemps. La rouille avait disparu, les portes étaient ouvertes, et le duc de Westford ne fermerait plus jamais une porte à clé. Merci beaucoup de m'avoir rejoint dans ce voyage à travers les couloirs sombres de l'abbaye de Westford. Si l'histoire de guérison, de résilience et de seconde chance d'Andrew et Briley vous a touché, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu pour me le faire savoir. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec d'autres amateurs de romance. Surtout ceux qui apprécient une histoire émouvante et profonde, où les actes sont plus éloquents que les mots. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne jamais manquer une autre histoire de romance historique originale. Dites-moi dans les commentaires quel a été votre moment préféré entre Briley et le duc. À la prochaine.